Nous avons 4 intervenants, Patrick Molinier, Lionel Monfrand, Rémi Perrin et Elodie Taboulot, qui vont nous parler matériaux. Et l'idée, c'est d'échanger avec vous. Est-ce que c'est bon pour la prise de son cette fois? Ouais, merci. Donc, avant tout, on s'était dit avec Elodie qu'on parlerait matériaux et décarbonation, mais qu'il était important de définir ce qu'on entendait par décarbonation des matériaux. Tu nous as présenté un petit visuel, je vais le diffuser, j'ai pas de zapette, mais on va le faire passer. Parfait, merci beaucoup. Alors oui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous les matériaux sont carbonés, alors plus ou moins carbonés, et en fait, il y a des grands facteurs à l'ordre 1 qui vont faire qu'un matériau va être plus ou moins carboné. Je croyais qu'il y avait... Il n'y a pas une animation en dessous avec quelque chose qui est écrit, non? J'ai vu que ça. Ah, ok. Alors, un des gros impacts, ça va être le poids. Parce qu'un matériau, enfin c'est très simple, hein, mais plus c'est lourd, plus ça va être carboné, parce que plus il y a de matière. Donc en fait, en allant sur des matériaux plus légers, eh bien, on peut réduire l'impact carbone de nos matériaux. La deuxième chose, c'est le process. Et en fait, si jamais on est sur des process très énergivores, eh bien oui, forcément, le poids carbone de notre matériau, il va être important. Et après, le troisième pilier de pourquoi un matériau peut être plus ou moins carboné, ça va être quel est le type d'énergie qui est utilisé dans le process. Et si jamais on utilise plus du coke comparé à l'électrique, forcément, on sera beaucoup plus carboné. Donc il y a 2-3 choses qu'il faut avoir en tête, c'est que nos matériaux, ils sont carbonés. Si jamais on va aller sur des matériaux décarbonés, du coup, il faut jouer à l'ordre 1 sur ces 3 facteurs-là. Et on peut jouer sur les 3 facteurs en même temps? Et on peut jouer sur les 3 facteurs en même temps. On peut jouer sur, du coup, avoir un produit plus léger, fait dans une usine qui tourne à l'électrique et qui a un produit qui n'utilise plus, qui utilise une température de chauffe plus faible que le produit classique du marché. On peut jouer complètement sur les 3 en même temps. Et c'est conseillé pour pouvoir gagner un maximum. Messieurs, les intervenants, sur la question de la décarbonation des matériaux, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Il y a 2 micros, hein, c'est ça? Oui, Patrick était parti apparemment. Ou Rémi, il n'y a pas de problème. Qui veut commencer? Allez, j'ai le micro. Allez, vas-y Rémi. Oui, que rajouter quand même? Donc, effectivement, le poids, je pense que c'est un des points clés. Et le domaine de la construction par rapport à d'autres domaines, pour le moment, et je le dis comme je le pense, s'en fout complètement du poids. Et ça, c'est un point clé. Et donc, par rapport à ce que présentait Elodie, chez nous, on appelle ça la réduction de matière pour adresser une fonction donnée. Est-ce que je suis à l'optimum quand j'adresse une fonction qui peut être de la structure, qui peut être d'éviter au chaud de rentrer dans un bâtiment? Est-ce que je suis à l'optimum de la quantité de matière que je vais utiliser? Donc ça, c'est vraiment le premier point. Alors, péjorativement, maintenant, on parle de frugalité, ou on parle de sobriété, mais c'est vraiment, est-ce que je suis à l'optimum? Et je veux juste faire un rappel, hein, vous discutez avec des ingénieurs de Airbus, vous leur dites comment est-ce qu'un bâtiment est conçu, et ils nous disent, mais si on avait les mêmes coefficients de sécurité dans l'avionique, les avions ne voleraient pas. Les avions ne voleraient pas, ils seraient trop lourds. Donc je pense que vraiment ce sujet du poids est un sujet fondamental. Le complément que je ferais par rapport à ce que dit Elodie, tous les poids n'ont pas le même impact carbone. 1 kilo de matière fossile n'a pas le même poids carbone qu'un kilo provenant d'une carrière, qu'un kilo provenant de la biomasse. Donc derrière ce sujet-là, il y a aussi la nature du kilo que j'utilise, et ce qu'on appelle les facteurs d'émission, donc en carbone, ne sont pas les mêmes, quels que soient les kilos. Et quelque part, je pense que le premier point qui est important, c'est une acculturation de toute la filière aux ordres de grandeur. Et aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est 1 kilo de matière qui vient du pétrole, c'est quelques kilos d'équivalent CO2. 1 kilo d'une matière qui vient des minéraux, c'est quelques centaines de grammes d'équivalent CO2. Et 1 kilo qui vient de la biomasse, jusqu'à la fin de l'année, ça peut être des kilos négatifs de CO2. Après la fin de l'année et avec l'évolution des calculs de FDES, ça sera
au minimum 0 kg d'équivalent CO2. Voilà. Un autre point qui est important, c'est 1 kg de matière première recyclée, ça peut être jusqu'à 10 fois moins de kilos que la matière issue du vierge. Voilà. C'était vraiment ce qui est important, cette notion d'acculturation et d'avoir des ordres de grandeur en tête. Le dernier que j'oubliais, c'est 1 kg de métal. C'est quelques kilos, voire une dizaine de kilos pour l'aluminium d'équivalent CO2. Donc c'est important d'avoir ces ordres de grandeur en tête parce que tous les kilos n'ont pas le même impact. Merci. Alors, c'est Lionel qui prend la suite apparemment. Oui, alors nous, l'économie de matière, c'est notre métier d'une certaine façon quand on fait des produits préfabriqués en béton. Et c'est effectivement ce qu'on met en avant. Juste pour vous donner 2 exemples, hein, un mur que vous allez construire en maçonnerie, il va peser 3 à 4 fois moins qu'un mur en béton plein. Un plancher poutrelle entre vous, il va peser les 2/3 d'un plancher plein. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a identifié que c'était la masse qui était le principal vecteur de notre impact carbone et que finalement, ça revient à chercher où mettre, je dirais, la matière au bon endroit. On ne joue pas sur les coefficients de sécurité, on garde les coefficients de sécurité. Simplement, c'est pas la peine d'aller mettre du béton dans une section tendue, il servira à rien, il faut le mettre en section comprimée. C'est pas la peine de mettre de l'acier, enfin ça peut servir marginalement en section comprimée. Voilà, il faut le mettre en section tendue. C'est une première chose. Donc là, vous nous dites le bon matériau au bon endroit, c'est ça ? Le bon matériau. Alors, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'était le matériau au bon endroit. Après, on verra s'il est bon. Hein, voilà. Hein, mais c'est de se dire, il faut raisonner fonctionnalité. Il faut se dire, je mets de la matière là où j'en ai besoin. Là où j'en ai pas besoin, j'en mets pas. Je vous donne un autre exemple. Quand on fait des murs à coffrage intégrés, c'est des sortes de banches en béton dans lesquelles on va couler du béton sur chantier. Le béton qu'on met à l'intérieur de ces 2 banches en béton, il est excédentaire par rapport à la résistance dont on a besoin. Donc pourquoi aller en mettre dans tout, je dirais, l'espace qui est ? Et donc il y a un certain nombre d'industriels qui sont dit, on va mettre des masques, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. On va mettre des masques qui permettront, d'éviter d'aller mettre du béton là où il n'y en a pas besoin. Hein, voilà. Là aussi, c'est se dire, pourquoi aller mettre de la matière là où j'en ai pas besoin ? Une deuxième remarque que j'avais, c'était quand on regarde le deuxième facteur qui est effectivement je dirais le facteur industrialisation, le facteur production. Hein, quand on regarde les impacts produit par produit, on peut avoir des choses qui sont tout à fait différentes et contre-intuitives. Un produit préfabriqué en béton, moi si vous me demandez ce que ça représente sur un bloc en béton qui fait 13 kg au mètre carré, d'impact carbone, la fabrication, c'est 0,2, 0,3. Donc c'est complètement négligeable. Alors que pour de la brique, on va être à 50%. Alors pourquoi ? C'est pas parce qu'on est un produit miraculeux, hein, c'est simplement que finalement notre impact amont, il est compté dans les matières premières, il est compté dans le béton, hein, dans le ciment. Voilà. Hein. Donc voilà, mais je voulais faire cette petite alerte pour dire, voilà, c'est tout à fait juste, hein, mais il faut vraiment le raisonner en global hein, pour pouvoir avoir la bonne lecture. Parce qu'en lisant des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, vous pourriez vous dire, ah bah tiens, celui-là ne nécessite rien. Merci beaucoup. Alors Patrick, plutôt OK avec ce qui vient d'être dit ou des compléments ? Déjà, je trouve intéressant de parler d'un matériau dans un salon ou un congrès qui va parler du bâtiment. Donc on est vraiment aux extrêmes total. On commence par la matière et rapidement on voit bien que quelque part on arrive au matériau, mais rapidement on va aller vers les solutions. Parce que Rémi l'a rappelé ou autre, on commence à additionner les matériaux pour optimiser, quand tu dis le bon matériau au bon endroit, c'est surtout la bonne solution technique qui va arriver, et on le voit aujourd'hui, c'est le poids, mais c'est vrai que le bois, quand on pense au bois, on a cette partie, la nature l'a fait ainsi, c'est qu'il capte du carbone et il stocke du carbone, donc il apparaît comme ça, mais c'est-à-dire que le bois en tant que tel, on l'utilise en poutre comme ça, mais aussi, on n'y pense pas, mais c'est aussi tout ce qui est granulat, qu'on va retrouver dans le béton. C'est la fibre, donc je pense qu'on a un acteur important ici. Voilà, on est bien placé. Voilà, donc on voit bien aussi cette notion de poids et quelque part le bon matériau au bon endroit pour une bonne solution de système. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dans la salle, là, sur la décarbonation des matériaux, et Élodie, apparemment, des choses à ajouter. Oui, j'allais dire, du coup, le bon matériau au bon endroit. Et ça, ce qui est assez compliqué, c'est que aujourd'hui, on est habitué à utiliser certains matériaux pour certains usages et pour certains endroits.
et c'est peut-être pas les matériaux les plus adaptés. Et en fait, il faut pouvoir avoir le recul de se dire, ok, alors en fonction de mon usage et de ce dont on a besoin, est-ce qu'il n'y aurait pas un matériau qui serait plus adapté et avec un impact carbone plus faible? Et donc ça, c'est pas facile comme démarche à Mais c'est avoir. quoi un matériau plus adapté? Ce qui va être plus efficace, mais efficace en fonction de l'usage, en fonction de l'endroit où il est. Enfin, il y a toute une approche à avoir. Alors en tout cas, qui remplit le cahier des charges sans trop, sans être surperformant. Ok. Est-ce que sur cette définition de la décarbonation et des matériaux, est-ce que vous avez, vous, des choses à ajouter ou des questions? Apparemment, non. Vous êtes en digestion, c'est ça? J'ai des hochements de tête. Hein. Bon, mais nous aussi. Mais on va y arriver. Par rapport aux solutions techniques, ça a déjà commencé à être évoqué. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Rémi, c'est quoi une solution technique pour un matériau décarboné? Alors, c'est même pas le matériau, finalement, c'est l'ensemble, c'est le bâtiment. Comment ça se passe? Alors ça c'est une bonne question, parce que quand on regarde toute la chaîne de valeur dans le bâtiment, ça commence par une étude de conception qui, dans bien des cas, bloque déjà des solutions. Ça passe après par, bien entendu, dans cette étude de conception, on y met une étude économique. Et puis ça va passer par des appels d'offres. Les appels d'offres, les entreprises vont se répondre. Certaines fois, les entreprises peuvent proposer des variantes, peuvent varianter. Et puis au final, il y a un maître d'ouvrage qui va décider ce qu'il a envie. Et en fait, c'est toute cette chaîne de valeur aujourd'hui qui, comme je reviens vraiment sur l'acculturation, parce que une mauvaise conception, je ne vais pas dire une mauvaise conception, une conception qui n'intègre pas la décarbonation, c'est mal barré après pour essayer de se rattraper, parce qu'on va être bloqué par des contraintes qui peuvent être techniques, des contraintes qui peuvent être économiques. Et aujourd'hui, le domaine de la construction, contrairement à d'autres domaines qui sont plus industrialisés, c'est que chacun y va en ordre dispersé. Et puis, on va avoir des gens qui vont vouloir vendre de la structure, il y a des gens qui vont vouloir vendre de l'isolation, de l'enveloppe, il y en a qui vont vouloir vendre du second œuvre, etc. Et il n'y a pas ni de synchronisation, ni d'approche globale. Je donne un exemple autour de la décarbonation et qui fait le lien avec le congrès aujourd'hui. Les matériaux d'enveloppe et d'étanchéité, par exemple. De plus en plus, les groupes froids, on les met en toiture. Mais si on est sur un matériau qui est noir et qui va avoir une température de surface en plein été qui peut être de 70 à 90 degrés, alors que juste le même matériau, on le met de couleur claire, la température n'est que de 50 à 60 degrés, je ne suis pas expert de la CVC, mais je suppose qu'on n'est pas dans le même coefficient de performance de l'équipement qu'il peut y avoir par-dessus. Et aujourd'hui, vous avez un lot étanchéité qui va répondre à certains trucs, un lot CVC, et puis au final, on empile le tout, et cette vision globale dont je donnais l'exemple sur la toiture, elle est quasiment inexistante. Et quelque part, c'est pour ça que l'intervention aujourd'hui de gens de matériaux auprès d'un public qui est plus un public de systémiers est vraiment importante, parce que ce sujet de synergie des solutions, aujourd'hui, il est très peu présent. Et si on veut aller vers de la décarbonation efficiente, là on parle des matériaux, mais un groupe froid qui ne marche pas à son efficience max, je suppose qu'en impact comme carbone... Aujourd'hui, il ne marche pas, donc il n'a pas d'impact carbone. À la limite, on est pas mal. Mais je suppose que ça va avoir un impact important, avec une différence importante, c'est que les matériaux de construction, la plupart, on les pose une fois dans le bâtiment, et après, c'est la durée de vie du produit qui va faire le diviseur de l'impact carbone de la solution. Un équipement dynamique comme une CVC, c'est tous les jours que ça va marcher sur 3 cylindres ou sur 4 cylindres. Donc c'est là où je pense qu'il y a, pour moi, le vrai sujet, c'est le matériau est un des composants, mais il y a vraiment cette logique d'approche systémique, voire multisystémique, de façon à faire des calculs qui sont consolidés, non pas à l'échelle d'une paroi, par exemple, mais à l'échelle vraiment d'un bâtiment. Et là, il y a encore beaucoup de boulot, y compris dans l'acculturation des concepteurs. Et je commence par les architectes, et je donne un exemple. On est, nous, impliqués dans les écoles d'architecture de Strasbourg, je viens de Strasbourg.
pendant le cursus d'architecte de l'ENSAS de Strasbourg, les matériaux biosourcés, c'est 2h30 de cours. Voilà. Ça résume la problématique. Alors justement, en discutant, Élodie, quand on s'est eu, tu m'as dit, de toute façon, les solutions techniques, clairement, on les a. On les a. Elles sont parfois méconnues, peu connues, pas mises en œuvre. Alors qu'est-ce qui explique ça? Et puis sur l'approche globale, systémique qu'évoquait Rémi, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça fait beaucoup de choses, mais tu vas y arriver. Alors ce que je peux vous dire, parce que du coup j'ai 2 expériences qui sont dans mes dernières années, sur le côté, on sait où il faut aller. Et en fait, y a un peu la peur du changement. Parce qu'on est habitué à faire quelque chose d'une certaine manière. On sait que ça fonctionne bien comme ça, avec des plus, avec des moins, mais on sait que ça fonctionne bien. Et du coup, il n'y a pas de problème. Et le fait de devoir changer, c'est pas toujours facile. Et ça, pour le coup, moi, je l'ai vécu dans un projet en interne et dans un projet plus pour l'externe. La résistance au changement, elle est inhérente chez chacun. Moi, je dis ça, hein, j'ai un téléphone, il faut que je le change depuis 6 mois maintenant. Et c'est quelque chose qui est quand même assez difficile et qui est humain. Et pour le coup, on est tous humains. Donc, résistance au changement. Est-ce que Patrick, tu as la même vision? Comment tu vois les choses? Alors, le bois, finalement, sur la partie décarbonation, à la part belle. Oui, mais c'est ça en tant que matériau, mais on n'utilise pas un matériau seul dans un bâtiment. C'est ce que dit Rémi, c'est une globalité. Et là, on est déjà passé à l'échelle du bâtiment, mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, cette acculturation, cette liaison aussi entre acteurs et entre monde de la construction, il faut la privilégier parce que moi, j'entendais ce matin Philippe Pelletier qui disait on est à la maturité. Et on le dit, voilà, les produits sont là quelque part, on les a. On a fait l'effort aussi en interfilière de trouver des solutions. Les filières sont plus cloisonnées. C'est pour ça, on disait, voilà, on est membre de MECD. MECD, c'est une association qui rassemble les centres techniques du bâtiment. On a aussi, par rapport à l'échelle bâtiment, on a intégré le CETIAT, donc on intègre la CVC. Et puis, pour la petite clin d'œil tout à l'heure, on est moins cher que le CSTB. Voilà. Bon, ça, c'est parce que tu t'es fait tacler tout à l'heure. C'est parce que donc, je l'ai dit. Ah ben voilà. Si Caroline m'entend. Voilà, non, c'est parce que c'est ça. Donc, voilà, donc je pensais ça, donc, avant d'aller au bâtiment. Aujourd'hui, les solutions de mixité, parce que c'est bien ça dont il faut parler, chaque matériau a son poids, mais à un moment, ils vont se mélanger pour trouver la solution, qu'elle soit à l'échelle d'une paroi, d'un plancher, d'un isolant, d'un truc, voilà. Et puis après, donc, les industriels ont trouvé la façon de collaborer, de trouver les bonnes solutions. Et je rejoins maintenant, il va falloir passer le cap d'après, donc je pense qu'on va en reparler. Lionel, même constat? Alors, pour rappel, c'est RIB. Résistance au changement, tu évoquais, je dirais, la difficulté de coordonner les choses au niveau conception. On est aussi à se poser la question, même un bâtiment bien conçu, on va avoir de la résistance ensuite quand ça va devoir se réaliser. Sur la mise en œuvre, c'est ça? Sur la mise en œuvre. Okay. J'étais la semaine dernière à Angers et il était exposé un bâtiment et j'étais content parce que c'est la première fois que j'entendais que ça se faisait, alors qu'on me disait depuis des années, mais ne rêve pas, ça ne peut pas se faire. Alors que c'est une solution qui est finalement très simple en termes de mixité, de solutions constructives. Et puis c'était de se dire, finalement, pourquoi un immeuble R+6, les 2 ou 3 premiers étages ne seraient pas traditionnellement en béton, et ceux au-dessus dans un autre matériau. Là, en l'occurrence, c'était en maçonnerie. Et la réticence qu'on a souvent, c'est mais comment peux-tu imaginer quelque chose comme ça? C'est bien quelqu'un qui est dans un bureau, parce que de toute façon, ceux qui coulent le béton ne savent pas monter des blocs, ce qui est vrai. Mais ceci étant dit, on voit que ça commence à pouvoir se faire. Et les solutions qu'il y a quelques années, alors que les solutions, c'est les plus traditionnelles qui soient, et simplement on pouvait avoir un bénéfice carbone en les mettant au bon endroit, mais on s'aperçoit qu'au-delà de la conception, là, les concepteurs, à la limite, ils avaient bien fait leur boulot, et c'était en face de non mais personne ne répondra à ton appel d'offres. Voilà, c'était un petit côté mixité. Je pense que les 2 points que j'ai en tête, c'est le point qui était soulevé au départ, c'est on ne fait pas de la mixité pour de la mixité, je vais mettre le bon matériau parce qu'il est à la mode. Parce qu'on a eu quand même beaucoup ça dans l'empreinte journalistique, si je peux dire, des choses. On cherche d'abord un matériau qui a une fonctionnalité. Et ce que tu disais tout à l'heure, un matériau, tu cherchais
qui a à peu près la même performance qu'à la performance attendue en définitive. Hein, voilà. Et à ce moment-là, effectivement, pourquoi pas changer de matériau, hein, ça c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai que changer de matériau, on va pouvoir le faire à différentes échelles. Et c'est là que, je rejoins ce que disait Patrick, on va pouvoir le faire à l'échelle, je dirais, de l'ouvrage, proprement dit. On va pouvoir le faire à l'échelle de produits mixtes qui vont être mis sur le marché, hein, des produits bois-béton. Ce ne sera pas du bois avec du béton à côté, ce sera du bois-béton qui sera mis. Et puis, tu l'évoquais aussi tout à l'heure, c'est aussi de se dire, voilà, à l'échelle du matériau proprement dit, on peut se poser la question finalement de choisir des bons composants pour avoir des matériaux décarbonés. Merci. Et la question, on ne l'a pas encore abordée, mais la question du coût des matériaux, est-ce que c'est aussi un point, un frein ou pas? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une logique économique au coût des matériaux. Je pense qu'il y a une logique marché. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que quand on va voir n'importe quel fournisseur et qu'on lui demande quelque chose de bas carbone, comme par hasard, c'est plus cher. Non, mais parce que ça peut être contradictif. Réponse, Élodie, vas-y. Non, mais parce que c'est souvent, je sais pas, c'est souvent plus cher à produire. Et même si il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives, et je pense notamment à Placo a sorti il y a pas très longtemps une plaque de plâtre avec plus de 50% recyclé. On se dit ok, du coup il y a plus de 50%, c'est de la matière qui remet dedans. Mais ouais, mais c'est pas pour ça que ce sera moins cher, parce que du coup c'est-à-dire qu'il y a une formulation qui est faite aussi pour pouvoir bien intégrer ces 50% de recyclé et avoir toujours les bonnes performances. Donc c'est vrai que c'est pas forcément moins cher. Et aujourd'hui, c'est pas facile d'arriver à vendre une solution bas carbone. Alors au même prix, c'est déjà challengeant. Et arriver à faire comprendre que en fait, ça peut peut-être être un peu plus cher, c'est compliqué. Rémi. Ouais, je pense que pareil, il n'y a pas de règle absolue, parce que je vais prendre un pendant. Effectivement, pour baisser l'empreinte carbone de matériaux, l'utilisation de ressources recyclées, c'est un point clé une fois qu'on a optimisé le poids. D'accord ? Dans une boucle ouverte ou dans une boucle fermée. Boucle ouverte, c'est on récupère des déchets d'un bâtiment et on va les réutiliser pour refaire des matériaux de construction qui sont les mêmes. Boucle fermée, et boucle ouverte, c'est je récupère des déchets quelque part que je vais utiliser pour faire un matériau. En interne chez Soprema, moi j'ai 2 exemples notables en gros volume. La ouate de cellulose. On prend du papier journal et on en fait un isolant. On prend quelque chose qui sert une fois 10 minutes le matin et j'en fais un isolant qui va rester 50 ans dans une paroi. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de prix. Il n'y a pas de problème de prix, on sait être compétitif. Aujourd'hui, parce que c'est de la technologie qui est maîtrisée, c'est des gisements en amont qui sont sécurisés. Et là, il y a un autre sujet, c'est toute la chaîne de valeur pour... voilà. On a un autre exemple aussi, on est à La Rochelle, il y a une criée tout près. Ça génère des centaines de tonnes de caisses de polystyrène tous les jours. Le polystyrène alimentaire, vous n'avez pas le droit de le réutiliser pour l'alimentaire. Ça, c'est une règle, tant mieux. Qu'est-ce qu'on fait chez Soprema ? On récupère les caisses de poissons de polystyrène, on en fait du polystyrène extrudé. D'accord ? Donc on fait des panneaux isolants, structurants, résistants à la compression, qui sont utilisés à plein d'endroits dans le bâtiment. Aujourd'hui, en fait, il y a des fois, récupérer quasiment gratos du polystyrène à la criée de La Rochelle, l'envoyer dans une usine qui va faire du polystyrène extrudé en Espagne et le réutiliser, c'est plus cher que d'acheter des granulés de polystyrène à Total. Donc, mais il y a des fois, c'est moins cher. Donc là aussi, c'est pour ça que je dis je ne veux pas complètement généraliser. Après, je suppose quand Placo développe une filière complète de recyclage, il faut investir dans des usines, il faut faire des contrôles qualité supplémentaires. Et là, aujourd'hui, faire le lien entre recycler, c'est forcément moins cher, ça, il faut l'oublier. Recycler, c'est forcément plus cher. Je dirais, il y a des cas oui, il y a des cas non. Et alors, question bête, est-ce que recycler, c'est forcément plus vertueux ? Alors, d'un point de vue décarbonation, comme je le disais, il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Là, il faut avoir les chiffres précis. Et derrière le recyclage, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je récupère une matière première recyclée, peu importe, là où je la récupère, son poids carbone, et c'est de la méthodologie de calcul, il est à 0. Là où je vais acheter du polystyrène chez Total qui est à 3 kg, je vais acheter du polystyrène à la criée, il est à 0.
qu'est-ce que je vais devoir faire sur cette caisse de poisson pour la remettre dans un matériau? Je vais avoir différentes étapes, je vais avoir du transport, etc. Et donc, au final, ce qui va être intéressant, ce qui va être important, c'est le bilan carbone du produit fini. Et là, c'est pas très compliqué. Plus vous avez d'étapes, plus le bilan carbone il va monter. Moins vous avez d'étapes, moins il y en aura. Et je reviens sur l'exemple de la ouate de cellulose. Vous prenez des papiers journaux, vous enlevez la ferraille, vous broyez ça en petites fibres toutes fines. C'est du broyage mécanique à sec, très peu énergivore, en énergie électrique. Et là, le bilan carbone, il est béton. C'est le cas de le dire. Mais si vous prenez des étapes de recyclage chimique avec des étapes de distillation, de purification, etc., très rapidement, vous pouvez arriver à un bilan carbone où vous dites « mais là, il ne faut pas le faire ». Ce qui est aussi un biais, je pense, par rapport aux limites physiques des ressources de la planète. Merci beaucoup. Alors Lionel, justement, c'était béton. Alors, vous allez peut-être avoir l'impression que je m'auto-flagelle, mais voilà, c'est vrai pour un certain nombre de matériaux, ça ne marche pas pour d'autres. Et globalement, le granulat recyclé à l'heure actuelle, c'est une très bonne solution parce que ça préserve la ressource, parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir les carrières, parce qu'on n'a pas besoin de prendre du matériau naturel. Mais globalement, si vous faites le bilan carbone du granulat naturel ou du granulat recyclé, vous n'avez pas de gain. Alors, néanmoins, toute la filière s'investit pour pouvoir mettre du granulat recyclé. On peut en mettre jusqu'à 30% dans les produits structures. Donc, ça prouve que voilà, il y a eu des études qui ont été faites parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin en termes d'économie de ressources. Mais il faut avoir en tête que voilà, il y a des matériaux qui recyclés, comme ça a été expliqué, c'est super, ça permet un gain carbone. Et il y en a, ce sera un gain de ressources, une préservation de la ressource, mais pas nécessairement un gain carbone. Merci beaucoup. Patrick. Oui, je voulais revenir sur le coût et dissocier le côté des matériaux, on va dire, classiques et les matériaux issus du recyclage. Et ok. voilà. Non, parce que c'est vrai qu'on est dans une phase de décarbonation, donc on pousse les matériaux, les systèmes constructifs vers de nouveaux matériaux. Les coûts aujourd'hui, c'est vrai que les industriels s'appuyaient déjà sur des matériaux qui étaient stabilisés depuis longtemps, avec des unités de production rentabilisées ou autres. On a vu qu'ils font des efforts pour aller vers de nouveaux matériaux. Moi, pendant 3 ans, j'étais expert pour l'État sur tous les programmes d'investissement d'avenir, et on a vu des choses importantes, c'est-à-dire que les industriels font des efforts aujourd'hui pour avoir des tailles d'usines avec des masses critiques de production qui font que quelque part on fait baisser les coûts. Et ils sont arrivés même à devenir leader européen en termes de volume. Donc quelque part, ça va amener des coûts qui vont diminuer. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a eu une prise de risque peut-être Oui. de ces industriels à un moment pour arriver à un coût, à un volume qui c'est-à-dire permet un coût. d'arriver à avoir des volumes suffisants, parce que quand on est un peu dans le petit volume, naturellement, c'est un peu tu parles du poisson, c'est le poisson de la criée va coûter plus cher que le poisson du chalut. Là où globalement ils sont sur le format chalut, là, les industriels, ils y sont sur ces produits-là, donc ils sont en maturité. Donc quelque part, les coûts, ils vont arriver à les réduire. Je pense qu'il nous manque dans la salle, parce qu'on est dans le monde de l'industriel. Dans la salle, je ne sais pas, je pense pas mal d'industriels ou d'acteurs de bureaux d'études. Le coût aussi dépend beaucoup de la maîtrise d'ouvrage qui va nous donner. Et c'est bien eux qui vont piloter des décisions, des architectes. Donc à un moment, les industriels ne peuvent pas tout faire. Il va falloir aussi penser le bâtiment, penser la réflexion, penser les clims en haut, voilà tout ça. Donc il faut faire attention. Après, le recyclage, pour moi, c'est autre chose. C'est encore une volonté de valoriser les déchets. Pour moi, on est encore aux prémices de tout ça. Donc naturellement, c'est cher. C'est pas forcément, on parle du bon matériau au bon endroit. Est-ce qu'on doit à tout prix recycler, sachant qu'on a un gisement? Il faut se poser des questions. Dans le domaine de la filière bois, sur les panneaux, par exemple, on va aller chercher du bois recyclé. Ça va coûter plus cher. Pourquoi? Parce qu'en effet, il faut aller le sortir. Il n'est pas parfait. Il va avoir des agrafes, il va avoir de la silice et autres. Donc, on ne le met pas comme ça. Donc, encore, on n'y est pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Si vous voulez venir, parce que comme ça, vous allez pouvoir être filmé. Et oui, je vous fais. C'est pour aider à la digestion. Puis j'ai entendu qu'après, Elodie voulait intervenir, mais tu peux peut-être intervenir. Très rapidement. Et alors, ce qui est aussi challengeant, c'est que du coup, le coût, c'est pas le coût de chacun des matériaux. C'est vraiment le coût global du bâtiment, avec du coup la mixité des solutions qui peut être envisagée. Et c'est le coût total. Et ça, pour le coup, c'est un beau challenge aussi. Effectivement, on en parlait ce matin. Rapprochez-vous parce que le cadreur ne vous voit pas. Venez me voir là, venez. Vous vouliez, ça va dissuader tout le monde de poser des questions, c'est parfait. Alors je m'excuse,
Pour des industriels, ça sera peut-être moins intéressant. Mais Merci de vous présenter. pardon, Qu'on Brice sache. Bernard, bureau d'études Climat Conseil, on est bureau environnement et FUD. Mais là, c'est pour l'aspect environnement que je vais parler. On a parlé de recyclage, mais il y a aussi un volet qui s'appelle le réemploi. Et là, il n'y a pas de transformation industrielle derrière. On a voulu faire le test sur une opération. Il existe des dizaines de milliers de mètres carrés de faux plafonds en France qui sont démontés tous les jours. C'est tout bête, hein, mais vous prenez 2 dalles, vous les mettez dos à dos. Ça rentre pile poil dans une fourrure de cloison sèche. Mais sauf que, semble-t-il, on n'a pas le droit de le faire parce que les PV sont faits pour une utilisation horizontale et pas verticale. Et là, une dalle de faux plafond, c'est jamais qu'une dalle minérale. Dans une paroi, c'est pas structurel, il n'y a rien. Donc Donc là, c'est notre réglementation, c'est ça, hein? oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi des freins à ce niveau-là? Alors Rémi. Ah oui, on a les 2 micros. Hop, je vous le rends. Là, vous mettez le point sur un sujet très à la mode et je crains qu'il devienne un peu tarte à la crème. C'est le sujet du réemploi, avec un point même en avant qui est la responsabilité de à qui appartient le déchet. Ça, c'est un premier point. Mais effectivement, c'est un autre point que je voulais apporter au débat sur la décarbonation. C'est qu'on a un environnement normatif en France qui est un mix d'environnement descriptif et d'environnement performantiel. Si je suis dans un environnement descriptif, je dois faire quelque chose qui est décrit. Mais ça n'a pas de sens dans une logique de baisser le poids, dans une logique de vouloir essayer des choses un petit peu nouvelles. Et ce que vous dites, je ne peux que rebondir dessus dans les freins à la décarbonation. Arrêtons ces environnements réglementaires descriptifs. Une membrane d'étanchéité, quand vous faites un système bicouche en toiture, ça doit faire 2,5 mm d'épais et vous en mettez 2 couches. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas une performance, l'épaisseur, dans ce cas-là. Je peux faire de la merde à 2 fois 3 mm, comme je peux faire des trucs super performants à 2 fois 1,5 mm. Donc je ne peux que rejoindre ça. Et aujourd'hui, sur le réemploi, on a l'impression qu'on pousse le réemploi, mais on est derrière avec le oui mais. Oui mais, et on ne veut pas aller vers de la vraie expérimentation, comme vous le dites, sur quelque part des sujets où, là, à la limite, c'est l'industriel ou c'est les professionnels qui sont à même de prendre ou non le risque de le faire ou pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, sur le réemploi, là, moi, je parle sur les matériaux que je connais. Vous avez des matériaux isolants qui ont 50 ans, les enlever et les réutiliser en matériaux isolants, moi, honnêtement, je ne le conseille pas. Tout à fait. De la plomberie ou de la robinetterie ou des éviers, effectivement. Donc mais il y a un vrai sujet, vous avez raison de dire, si on veut au moins expérimenter, il faut qu'on ait un cadre réglementaire qui nous demande de la performance, mais pas du descriptif, parce que ça, c'est... En fait, tu évoques, il y a Patrick qui voulait réagir, et je vais vous passer le micro après. En fait, tu évoques ce que, je crois que c'est Christian de Pertuis qui le disait ce matin, obligation de résultat, mais pas de moyens. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Ok. Patrick. Oui, non, mais je vais faire ton job aussi parce que je vais proposer la parole à quelqu'un dans la salle, il me voit arriver. sur le réemploi, voilà, non, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de normatifs, de réglementaires, mais il y a l'assurantiel. C'est que quelque part, qui prend la responsabilité d'assurer ce produit? Parce qu'une poutre en bois, parce que je connais bien, mon père était charpentier, on démolissait, on la remettait en place. On est même fier d'avoir une poutre ancienne dans sa maison. Personne ne s'est jamais posé la question si elle allait tenir ou pas. Dès qu'on la met dans un bâtiment public, d'un seul coup, il va falloir la qualifier en performance. Donc ça existe. Et puis aussi, c'est l'assurer. Et puis, donc, voilà, j'en profite parce que Jérôme est là. Allez, Jérôme. On a discuté à midi, voilà, c'est ce côté, vous avez pris une belle initiative de dire, voilà, tu me disais, nous, on va assurer les produits. Voilà. Viens nous voir. Voilà, donc, mais oui. Voilà, je fais dans le job. Oui. Non, mais parce que si on les désigne pas, de toute façon, maintenant qu'ils savent qu'il faut venir ici pour être filmé. Merci. Je veux bien que tu te présentes pour tout le monde. Et alors, t'avais pas prévu, mais c'est le direct. Merci Patrick, je te remercie. Il te paiera un coup tout à l'heure. Oui, peut-être pour vous partager un projet, une expérience en cours sur le réemploi de structures bois en structure bois. Donc on a un projet où on développe d'abord une méthode visuelle pour évaluer les performances. C'est qui Alors c'est Novatec, voilà.
avec un certain nombre de partenaires. Il y a un laboratoire universitaire en mécanique qui s'appelle I2M. Il y a Tipeee sur des sujets de toxicité des produits de traitement des bois. Et puis, il y a un certain nombre d'industriels de la région Nouvelle-Aquitaine qui accompagnent la démarche. Donc, l'idée, c'est de trouver des méthodes d'évaluation des structures bois en œuvre qui vont être déconstruites pour pouvoir les réutiliser en structure bois d'œuvre pour des bâtiments neufs ou à rénover. Et le principe, c'est d'essayer de trouver des méthodes où on ne va pas être obligé de faire des essais mécaniques, on va casser du bois pour savoir s'il était performant. Donc on a une méthode visuelle. Et ensuite, on travaille avec des déconstructeurs et des charpentiers pour remettre en service ces bois-là. Et donc, on a un projet de R&D appliqué en cours. Et là, on va faire une première opération où on déconstruit du bois et on va le remettre en œuvre. Et c'est nous qui allons prendre en charge l'assurance et les risques associés à cette opération. Quand tu dis nous, c'est Nobatec. Nobatec, voilà. On a discuté avec notre assureur, il était OK. Et c'est nous qui amenons les garanties sur le chantier pour le maître d'ouvrage. Et c'est un assureur spécialisé bâtiment ou pas du tout? Oui, c'est un assureur du bâtiment, je n'ai plus le nom en tête, mais voilà, il nous assure pour nos activités traditionnelles d'ingénierie, et là, il a pris le risque avec nous d'y aller. Et en effet, on est dans l'innovation, donc il faut prendre des risques, il faut les assumer, il faut les maîtriser. Et après, on va travailler avec le FCBA, avec le CSTB pour transformer ces méthodes en règles professionnelles pour que ça puisse se déployer à plus grande échelle au niveau national. Merci beaucoup. Témoignage très intéressant. Tu as bien fait, Patrick. Merci, Patrick. Est-ce que d'autres personnes, parce que Lionel et Elodie voulaient prendre la parole, mais est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui, allez, tout le monde comprend. Oui, Serge Aouizé du Caustic, formateur de filière NCIS, mais côté génie climatique. Oui, moi j'ai juste une question. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des sujets matériaux, mais durée de vie. C'est un sujet effectivement qui est très récurrent, on l'a vu ce matin, où on doit remplacer, nous, dans notre partie, les équipements, ils font pas la durée de vie du bâtiment. Bon, vous, normalement, ça doit durer des dizaines, voire plus, effectivement, en années. Sauf que l'étanchéité, par exemple, on a plutôt des choses qu'il va falloir refaire effectivement à des moments donnés. Ça doit être le cas effectivement pour d'autres matériaux peut-être. Mais donc, du coup, comment dans la conception des matériaux et comment dans la décarbonation, ce côté effectivement durabilité du matériau est pris en compte? Merci pour la question. Allez-y, et puis Rémi prendra la suite. Je commence, c'est peut-être un petit peu plus facile quand on parle du béton, parce que nos produits sont conçus pour 100 ans. Mais je voulais juste revenir sur réemploi. C'est directement lié à la durée de vie. Justement, parce qu'on a une grande durée de vie, on se dit on aurait tout intérêt à réemployer les structures. La structure, c'est à peu près 25 à 30% de l'impact carbone d'un bâtiment. Grosso modo, 25% en maison individuelle, une trentaine, 35% Donc on se dit, simplement réutiliser cette structure, c'est gagner 35%. Et ceci étant dit, il y a des freins, parce que finalement, si on regarde comment on n'est pas tellement encouragé à cette approche, et on n'est pas encouragé. Alors là, on parle de j'ai le bâtiment et comment je vais faire le réemploi. Moi, je me place l'étape d'avance et je vais faire un bâtiment neuf, et je me dis, ce serait quand même dommage qu'on ne puisse pas le réemployer. Et finalement, réemploi, ça veut dire sans doute changement de fonction. Ça veut dire qu'on va, par exemple, plus facilement réemployer un bâtiment quand on va avoir finalement des hauteurs d'étage un peu plus grandes, et on en revient à nos faux plafonds. Et ça, finalement, c'est un frein d'une certaine façon, parce que si je dimensionne pour le premier coup, qui est la RE 2020, je ne vais pas augmenter mes étages, je vais avoir un impact carbone sur le sujet. Donc, j'ai aucun intérêt à aller chercher des solutions vers le réemploi, ou en tout cas, ça me pénalise. Voilà. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter, mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir si on veut promouvoir le réemploi. Merci beaucoup. Rémi? Alors sur la durabilité, j'ai deux éléments de réponse. Le premier, en tant que patron de la R&D d'une boîte qui fait des matériaux de construction, et notamment des matériaux durables, je pense à l'étanchéité et à l'isolation,
Augmenter la durabilité des matériaux, c'est un axe fort des équipes R&D. Ça, c'est un point clé. Mais il y a aussi une acculturation de la filière. Parce que quand vous allez voir un client et vous lui dites « Tiens, regarde, je vais te vendre une membrane d'étanchéité, elle va durer 50 ans. » Non, mais t'es taré. Tu vas tuer mon business. Non, attends, on va t'expliquer. 50 ans, il va peut-être falloir que tu vendes des contrats de maintenance pour aller justement s'assurer de la bonne pérennité. Et donc, derrière la durabilité d'un matériau, il y a encore du boulot à faire. Hein. Il y a encore du boulot à faire parce que c'est en perpétuelle évolution. Mais là aussi, ça fait partie de l'acculturation de toute la filière pour bien expliquer comment est-ce que tous les intervenants de la filière continuent à créer de la valeur avec des matériaux plus durables. Donc ça, c'est un point clé. Et le deuxième aussi, et là je reviens à la conception, il y a des conceptions qui permettent d'avoir des matériaux plus durables ou pas. Je vous donne un exemple, excusez-moi, je suis focalisé toiture, la végétalisation de toiture. Quand vous avez des revêtements d'étanchéité et des isolants qui sont protégés par 15 cm de substrat avec de l'eau et des plantes, et l'eau qui s'évapore, donc qui évite un transfert de chaleur à l'intérieur du bâtiment par le changement de phase de l'eau. Vous avez la végétalisation qui protège des UV, vous avez la végétalisation qui protège des chocs thermiques, mais votre toiture, c'est minimum 2 fois plus long que si vous avez une toiture de base. Et ça, aujourd'hui aussi, c'est absolument pas intégré. C'est pas intégré dans le mindset de tout le monde de dire que là, il y a des dispositifs et des solutions constructives qui, naturellement, et sans faire beaucoup d'efforts, amènent plus de durabilité que d'autres. C'est du bon sens, en fait. Quand on parle comme ça, c'est du bon sens. Mais souvent, j'en parlais à midi avec quelqu'un, sur la décarbonation dans le domaine du bâtiment, on est dans le comique de répétition. Mais c'est pas grave, il faut continuer. Mais effectivement, le bon sens de dire aujourd'hui un matériau d'enveloppe du bâtiment, c'est quoi? Et à La Rochelle, on le sait bien, c'est les agressions extérieures. Les agressions extérieures, c'est quoi? C'est les UV, c'est de la température, c'est de l'oxygène, ça peut être du sel, ça peut être des pluies acides, ça peut être plein de choses. Ça, c'est parfaitement connu. Ben, comment on le protège? Alors, on peut bourrer d'additifs, on peut bourrer de plein de trucs. Hein. La chimie, les chimistes sont très contents de nous vendre des choses qui marchent plus ou moins bien, mais il y a aussi effectivement ce bon sens qu'il faut absolument retransférer à tout le monde pour expliquer qu'il y a des principes qui sont vraiment pas compliqués à mettre en œuvre. Et questionner ce bon sens en fait, même avant de retransférer. En permanence. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des ajouts sur ce qui a été dit? Bon alors, décarbonation et matériaux, comment aller plus loin? On a déjà des pistes. Tu avais 4 items, Rémi, on en a vu quelques-uns. On peut passer les slides. Là, tu le fais? Ouais, la flèche. Ah, c'est dans l'autre sens. Bon, ça c'est classique. Voilà. Décarboner, c'est réduire, substituer, recycler. Voilà, ouais, bah ça c'est un petit peu comment est-ce que chez Soprema, on aborde le sujet de la décarbonation. Réduire, on en a suffisamment parlé. Il y a 2 étapes. Il y a une étape, est-ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché des solutions qui me permettent d'engager moins de matières premières, moins de kilos de matières premières pour faire la même chose? La réponse, elle est que dans bien des domaines, oui, ça existe. Par contre, il y a besoin d'un changement de mindset parce que le domaine de la construction, on n'est pas dans les new tech. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, quand vous avez des artisans qui supportent une garantie décennale, mais ils n'ont pas envie de changer une équipe qui gagne. L'épée de Damoclès de la décennale, ce n'est pas l'industriel qui la prend, c'est l'artisan. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Comment est-ce que l'industriel accompagne les artisans pour leur dire « mais regarde, attends, je ne t'envoie pas au casse-pipe ». Et justement, Élodie, vous faites comment? Alors, on fait comment? Alors, la nouvelle solution qu'on essaie de promouvoir sur le marché, on a un avis technique, on s'est mis sur la liste verte pour la C2P, pour tout ce qui est l'assurance, et on suit les chantiers. On fait en sorte que les produits soient bien posés. Parce que aujourd'hui, nos poseurs ne sont pas forcément habitués, donc on fait en sorte qu'ils soient formés et après qu'ils puissent avoir les bons réflexes. Et en cas de doute, on est là pour les aider. Et c'est ce que vous faites également, vous?
Oui, je pense que dès lors qu'on a des nouveaux produits, alors notamment ceux qui sont en avis technique, en ATEX ou comme ça, c'est clair qu'il y a une prise en main à avoir. Voilà, tout simplement, alors pas parce que les produits sont particulièrement difficiles à mettre en œuvre, mais simplement parce que les gens qui les mettent en œuvre ne les ont jamais mis en œuvre. Donc on accompagne. Voilà, et c'est autre chose. Patrick ? Nous, on n'accompagne pas, mais c'est vrai que quelque part, on est un centre technique. Mais c'est vrai que ce changement, alors Elodie disait, voilà, le changement de téléphone, elle ne veut pas y aller parce que 6 mois. Non, moi, je l'ai vécu dans le monde du lamelé-collé, où quand les gens changent de colle, jusqu'à présent, ils vendaient de la colle. Et de plus en plus, on a envie qu'on les tienne par la main parce que, comme tu dis, à un moment, c'est eux qui ont carrément la responsabilité de l'ouvrage. Et de plus en plus, on voit des prescripteurs arriver, mais on retourne un petit peu 15 ans en arrière où on accompagnait l'industriel à changer son mode de fabrication parce qu'on est là pour lui donner un appui. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est nécessaire. Et ce rôle de prescription, comme tu dis, à la fin, c'est l'artisan, il a beau bien faire, mais s'il garde les mêmes façon de faire, il peut se planter et c'est à la fin c'est lui qui sera responsable. Donc je pense qu'en effet cet accompagnement il est très important de votre part. Ouais. Merci beaucoup Rémi, je te laisse poursuivre. Ouais, donc ce côté par rapport à la question qu'est-ce que peuvent faire les industriels, c'est un industriel sérieux des matériaux de construction, il faut qu'il ait des centres de formation. Point barre. Ça c'est déjà le premier point. Donc ouais, tu peux. Après le deuxième point qui est pour nous important, c'est la substitution. Alors la substitution, là c'est on va remplacer une solution par une solution qui est moins impactante. Mais on la remplace parce qu'elle est impactante. Et on C'est en ça. a trouvé une, ok. Voilà, exemple. Pareil aussi, l'utilisation des isolants en fibre de bois pour remplacer d'autres types de matériaux fibreux. Voilà. On ne sait pas lesquels. Je ne sais pas lesquels, par exemple. Mais aujourd'hui, et je reviens sur la formation, si vous donnez un isolant en fibre de bois à quelqu'un qui pose un isolant fibreux sans un minimum de précautions liées notamment à des transferts d'humidité, casse-pipe, c'est fini. Et quel est le problème ? Il est super simple, c'est propagation de moisissures. Voilà. Donc ça, c'est un sujet où aussi, là, les industriels, dans une logique de substitution, on peut avoir deux approches. C'est soit l'approche de dire, moi, mon matériau, il est super technique, il faut que tu le poses entre le 14 juillet 18h et le 15 août 20h si jamais l'humidité extérieure est inférieure à 35%. Sinon, tu attends l'année prochaine. Et ça, je te l'ai vérifié par un calcul Woofy, je suis sûr de mon coup. Ou on va trouver des matériaux qui sont plus tolérants. Et aujourd'hui, le rôle des industriels, et là je parle de Soprema, c'est si on veut développer les isolants biosourcés, mais il faut qu'à la pose, ça ne soit pas une usine à gaz, comme ça peut être le cas aujourd'hui, et où là, il y a un risque de sinistre qui n'est plus à prouver. Le risque de sinistre, il est là. Et, je ne sais pas, vous faites une isolation en fibre naturelle dans les caissons chevronnés en bois et vous n'avez pas une continuité du pare-vapeur, bingo, ça va pas prendre 2 ans. Hein. Donc, le rôle de l'industriel, soit développer des matériaux qui sont tolérants et ou former. Ça, c'est pour moi vraiment des premiers points dans cette logique de l'appropriation des sujets. Et puis enfin, le dernier point, on l'a aussi parlé, hein, c'est le recyclage. Là, c'est utiliser des matières premières qui sont moins impactantes que celles que je peux utiliser. Et puis, à partir de là, on voit qu'il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont dans les tuyaux qui seront là dans quelques années. Et puis, il y a des choses, ça va prendre encore un petit peu plus de temps parce que on n'est pas à des niveaux de maturité qui permettent de massifier complètement le sujet. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? En fait, vous ne voulez pas venir nous voir, c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous souhaite rebondir sur ce qui a été dit par Rémi ? Oui, moi, je veux rebondir sur substitution, parce que substitution, on l'a au niveau des composants, on l'a aussi au niveau des matériaux. Hein. Et globalement, je vous le disais tout à l'heure, moi, pour prendre l'exemple des produits préfabriqués, notre impact industriel direct, il est très faible. Il est très faible tout simplement parce que c'est les cimentiers qui sont en amont. Donc c'est eux qui doivent faire le boulot pour nous. Hein. Globalement, 50% de l'impact carbone de nos produits, c'est le ciment. Hein. Et donc, on se retourne naturellement vers les cimentiers pour leur dire que faites-vous ? Et là, dans le domaine du ciment, on a une logique qui est un petit peu différente de celle qui était évoquée tout à l'heure.
Le process est important, mais le process, ça compte que pour un tiers dans la production du ciment pour l'impact carbone. On a après, tout simplement, le problème, je dirais, d'émissions CO2 par la fabrication du clinker, qui est le matériau de base pour le ciment. Et donc là, finalement, je rebondis parce que ces substitutions, finalement, que font les cimentiers? Ils essayent de substituer d'autres matériaux au clinker pour avoir les performances le plus équivalentes possible. Donc on va mettre les méthacaolins, on va mettre des cendres volantes, on va mettre des argiles calcinées. Et donc c'est comme ça que se sont développés, je dirais, tous les nouveaux ciments normalisés, avec un petit point d'attention. Et là, il y a substitution, mais il y a accompagnement. Force est de constater que plus les ciments sont décarbonés, moins ils sont réactifs. Et je peux vous dire que quand on fait des produits en usine, puis sur le chantier aussi, c'est quelque chose qui est très important. Donc derrière, on vous a trouvé une solution d'une certaine façon pour avoir des ciments décarbonés, mais ça veut dire qu'il faut réapprendre à notre industrie, réapprendre aux gens qui vont faire du BPE aussi, réapprendre la formulation des bétons, parce que du béton, on ne va pas simplement dire j'enlève 300 kg et je mets 300 kg du ciment décarboné. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Merci beaucoup. Il va être... Alors venez nous voir, parce que sans le micro, en fait, il faut au moins un micro. Et oui, c'est l'astuce. Non, c'est de... Attendez, ouais, merci beaucoup. Donc moi, je voulais juste rebondir sur la substitution, du fait qu'il faut mettre aussi l'impact du temps, ou l'échelle de temps. Parce que qui dit substitution dit peut-être des produits qu'on ne connaît pas encore, on ne sait pas comment ça va évoluer dans le temps. Donc on nous parle de décarboner, réduire, on sait faire avec le poids et des matériaux qu'on connaît déjà. Mais substituer, le problème c'est qu'il y a le phénomène temps qui, pour moi, je pense que ça ne va pas être là, il faut encore quelques années, même si on a dit, on avance tout à l'heure ce matin, que ça y est, on a pris le TGV, la France a bien évoluer par rapport à d'autres pays, ou même par rapport aux États-Unis, d'autres continents. Mais pour moi, on a encore ce facteur-là qu'on ne maîtrise pas sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, le béton, on a commencé dans les années 40, les années 50. Aujourd'hui, on sait pourquoi on a construit en béton, parce que on a eu du recul, on a eu, comment vous dire ça, c'est des produits... On a l'expérience, voilà, c'est ça le mot. On a l'expérience, c'est des produits qu'on peut dire maintenant qu'on connaît, qu'on maîtrise. C'est ce que vous parlez aussi, c'est Rémi, non ? Oui. C'est ce que disait aussi Rémi, c'est qu'il y a le fait que on a nos décennales. Moi, je suis bureau d'études thermiques, donc quand je prescris un produit, c'est vrai que c'est pas parce que vous êtes là, moi je prescris les produits Soprima, voilà, parce que je les connais et on a la documentation, on a les éléments, quand on va chercher l'information là, votre site est bien fait, nos installateurs ils ont l'habitude de le mettre, voilà, donc ça aide, donc... C'est filmé. Ah mince. Et encore, elle voulait pas venir nous voir. Ah mince. Donc, j'espère que c'est oui, en fait, en tant que BE, oui, on veut sécuriser. Voilà. C'est ça. C'est qu'on veut sécuriser. Et donc, c'est difficile de changer, même nous, nos principes construits, ce qu'on a l'habitude de faire quand on est habitué à certains produits parce qu'on n'a pas eu des problèmes de chantier. Voilà. Merci beaucoup. Mais ça c'est effectivement... alors là, je raisonne en tant qu'industriel des matériaux de construction. La hantise d'un industriel des matériaux de construction, c'est de mettre sur le marché un matériau qui va générer des sinistres sériels. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. On n'est pas des cow-boys. Donc ça veut dire qu'en amont, quand on va proposer quelque chose sur le marché, je tiens à vous rassurer que tout le travail qui a été fait de caractérisation, d'estimation, de durabilité, il a été fait parce que nous, on n'a vraiment pas envie de s'être pris en responsabilité, et il y a des exemples énormes dans le domaine de la construction, où c'est 5 ans après, une technique qui a été mise partout en France, ça commence à merder de partout, et là, alors les assurances, elles vous attendent au tournant, quoi. Donc, je veux juste rassurer sur le fait que, oui, il y a des produits nouveaux, il y a des nouvelles technologies qui sont mises en avant, mais on a tout fait pour valider. Et voire même,
on a un réseau de partenaires avec lesquels on fait des chantiers d'essai. Et dans ce cas-là, on est sur des prototypes, on a quand même tout vérifié, mais pas tout. Et là, ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce qu'à la pause, ça se passe bien? Et 2, est-ce que pendant la première année, ça se passe bien? Et là, on a tout un système assurantiel qui permet d'assurer le maître d'ouvrage sur des techniques un petit peu expérimentales, où là, on prend la responsabilité. Si ça merde, on va venir vous réparer et il n'y aura pas de problème. Exactement. De toute façon, aujourd'hui, et ça tu l'as très bien dit, il n'y a pas un industriel qui va mettre sur le marché quelque chose dont il n'est pas sûr à 200%. Et ceci dit, donc aujourd'hui, on connaît et on industrialise, enfin on connaît et on utilise. Ah bah si. Parce que là, pour le coup, c'est se mettre en... Il n'y a pas un industriel sérieux, oui, pardon. Il n'y a pas un industriel sérieux qui n'ira pas mettre sur le marché quelque chose sur lequel il a un doute. Le risque, il est trop gros, aussi bien financier que pour sa notoriété. Et nous, ce dont on est habitué, c'est les systèmes et les matériaux qui sont utilisés en France. Et après, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres solutions qui sont utilisées à l'extérieur de la France, dans des pays pas si loin que ça, qui ont des dizaines d'années d'histoire. Tu peux en parler? Moi, je peux en parler. Ah, oui. On a Climaver sur les conduits aéroliques, donc qui a un conduit aérolique, donc sa première fonction, c'est de transporter l'air, sauf que c'est pas fait avec des conduits métalliques. Climaver, c'est un panneau de laine de verre qui est plié en 4. C'est, depuis plus de 50 ans, c'est vendu en Espagne, c'est plus de 80% des parts de marché en Espagne des conduits aéroliques. Aujourd'hui, l'Espagne est en Climaver. En France, on n'en fait quasi pas. Et pourtant, c'est décarboné. En empreinte carbone, on est très très faible parce que c'est léger, parce que c'est méconnu. Oui, parce que c'est méconnu. Mais pour le coup, pourtant vous communiquez, il faut changer les pratiques. Et c'est toujours méconnu. Et j'espère qu'après ce congrès, il y a de plus en plus qui connaîtront, parce que tous les jours, des personnes qui ne connaissent pas, on en croise. Alors qu'on fait de la prescription active depuis plus de 5 ans, et on est quand même quelques-uns chez Isover. Merci beaucoup. Il va être temps de clôturer cet atelier. En quelques mots, une phrase chacun ou des mots chacun, comment faire pour aller plus loin en matière de décarbonation des matériaux? Moi, juste un truc du coup que j'ai pas dit, mais je crois que vous l'aviez un peu dit. C'est complètement, à partir du moment où on veut une fonction, il faut juste se reposer la question de quelle est la fonctionnalité qu'on veut, quelle est la performance, c'est avoir vraiment un objectif de performance. Et ce qu'il faut arriver aussi à faire, c'est se dire, la performance qu'on veut depuis des années, c'est ça, mais est-ce qu'on n'est pas déjà en surperformance? Est-ce qu'on n'a pas déjà un facteur de sécurité de 3, 4, 5 ? Moi, je peux vous le dire, aujourd'hui, on a des produits sur lesquels on a des facteurs de sécurité qui sont hyper élevés. Et le truc, c'est que si jamais on veut encore diminuer notre empreinte carbone, il va falloir qu'on diminue un peu les facteurs de sécurité. Ne pas se mettre en risque, bien sûr, mais quelquefois, quand tu as un facteur de sécurité de 5, mais en fait, c'est beaucoup trop. Merci beaucoup. Lionel. Alors comment aller plus loin? De façon générale, je ne sais pas, mais je peux vous dire comment nous on fait, ce que l'on fait. Finalement, nous, le rôle du CERIP, c'est d'aller développer les solutions pour que les industriels se les approprient. Et le côté acculturation, dont tu parlais tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a 5 ans, quand on a commencé à chercher des formulations bas carbone, etc., il y avait la confiance dans le centre technique qu'on paye depuis des années en se disant s'ils nous disent qu'il faut y aller, on y va. Et j'irai maintenant tout le monde a compris qu'il fallait y aller. Et finalement, notre souci, il a été pendant des années d'aller convaincre les gens que les solutions existent. Alors quand je dis les solutions existent, ça ne veut pas dire que c'est super facile à mettre en œuvre dans l'usine. Il y a du boulot à faire. Mais globalement, je pense qu'on est passé au stade où on n'en est plus à dire les solutions existent, vous pouvez le faire. On en est au stade où c'est les solutions existent, on peut vous accompagner. Merci. Rémi. Alors, j'ai un peu réfléchi. Ce matin, on a beaucoup parlé de carbone, mais c'était hyper conceptuel et hyper général. Aujourd'hui, on est face à des industriels et des acteurs. Avoir des informations sur le concept, c'est génial, mais so what d'un point de vue concret? Et aujourd'hui, nous, l'engagement qu'on a pris chez Soprema depuis fin 2022, c'est la facture carbone. Quand on envoie une facture à un client, il y a la facture en euros, et juste à côté, vous avez la facture en CO2 qui comprend à la fois le coût carbone du matériau sorti d'une usine Soprema et le coût de transport en CO2 depuis l'usine jusqu'au lieu de livraison. Pourquoi ça me semble être important? Parce que le carbone, beaucoup, pas beaucoup, coût du carbone, 70 € la tonne, 80, c'est pas concret.
Mais quand j'ai un client qui nous dit « Merci, grâce à vous, j'ai une idée de ce que ça représente en termes de kilos équivalent CO2 pour l'ouvrage Tartampion que j'ai fait à un endroit donné, ben vous m'avez éclairé. » Donc ça, c'est le premier point, moi, qui semble vraiment important. Et rapidement pour la suite. Et rapidement pour la suite. Et le deuxième, c'est autour vraiment de toute cette acculturation de la filière et du travail de moins en moins en silo et de plus en plus en dynamique sur le terrain, parce que voilà. Et puis le dernier point que je dirais, c'est si on peut limiter un peu la sous-traitance, ça serait pas mal, parce que ça fout le bazar. Merci beaucoup, Patrick. Pour aller plus loin et plus vite, alors c'est ça, rapidement. Non, je pense que dans cette salle, en plus, on est tous convaincus, il y a des industriels qui fonctionnent, il y a des bureaux d'études compétents et motivés, on fait de l'emploi, donc on sait qu'on a les solutions. Je crois que le défi maintenant, c'est de se dire comment on massifie et comment on arrive à des coûts, parce qu'à la fin, c'est celui-là qui va bien, même si on a du coût carbone, au moment, c'est la facture finale du bâtiment. Donc il va falloir que quelque part, des gens, on l'a dit, prennent des risques. J'étais plutôt tendance ce matin à plutôt côté le monsieur allemand que Philippe Pelletier, voilà, qui dit laissez-nous faire, on sait faire. Johan qui dit plutôt il faut imposer, parce qu'on voit bien que c'est l'imposition. Si on n'impose pas Elodie de changer de téléphone, dans un an, elle a le même. Voilà, donc, alors peut-être que c'est le téléphone qui va l'imposer lui-même. Non, c'est très intéressant, c'est très anecdotique, mais c'est quelque part, on voit bien, on reste sur nos acquis. Donc je pense qu'il faudrait imposer et montrer tous ensemble que c'est possible, parce que vous savez que c'est possible, et ils savent que c'est possible. Et puis après, faire massivement, et après, arriver sur les coûts, parce que c'est ça qui va arriver. Mais pour massifier, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce décalage du maître d'ouvrage, qu'il soit public ou privé S'il va falloir aujourd'hui que chacun prenne ses responsabilités. Voilà, on parlait tout à l'heure aussi, les gens ont l'habitude, l'expérience, ils ont aussi des référentiels coûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un promoteur, il sait combien coûte un voile béton, et là, on commence à lui demander de changer son référentiel avec des matériaux biosourcés. Il est paumé, il ne sait plus où sont les acteurs. Donc, il y a toute une acculturation, et à un moment, on empile donc des marges de responsabilité, voilà, des marges d'assurance. À la fin, on ne s'en sort pas. Donc, à un moment, ça passera malheureusement, je crois, par l'imposition. Et si on n'impose pas, on va continuer. Donc, on n'accélérera pas si on n'impose pas. Je pense qu'on est tous pareils. On s'assoit sur nos acquis et on est bien avec nos acquis. Parfait. Dernier mot de Rémi. Ouais, c'est pas Stellantis qui a décidé de faire des voitures électriques. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir tous les quatre. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve à 16h en salle plénière. Maintenant, vous pouvez aller vous désaltérer. Oui, il fait chaud, hein ? Ou c'est moi ? Ouais, non, c'est...